Donc pour ce deuxième webinaire sur la thématique des opportunités hydrogène pour la logistique. Donc vous vous souvenez peut-être, nous avons eu un premier webinaire vendredi dernier dans lequel on a essayé de poser quelques repères sur l'hydrogène parmi d'autres solutions de mobilité lourde et pour la logistique. Ensuite, donc on a eu un certain nombre d'interventions de partenaires qui nous ont donné des indications sur les solutions existantes. Donc Lucie nous a fait une revue des offres sur différentes solutions pour la logistique. On avait eu un témoignage voilà, de Carrefour, sauf erreur, un témoignage de Plug Power. Voilà, donc pour ce deuxième webinaire, on va commencer par la vision générale de la métropole et l'ambition dans le domaine. Donc Hélène Barraud avait fait un teasing au premier webinaire, mais donc va nous exposer cette vision sur la métropole. Et ensuite, on reviendra sur un certain nombre de retours d'expérience, puisqu'il y a des expériences de démonstration en région déjà. Et puis, on reviendra aussi sur des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour utiliser l'hydrogène pour la décarbonation de la logistique. Et donc, on finira par une intervention d'un représentant de l'ADEME régionale sur les opportunités de financement sur ces démarches-là. Voilà, je vois que le nombre de participants se stabilise. Donc, on va peut-être commencer doucement. Donc, comme je l'ai annoncé, on va commencer par une vision générale. Et donc, je vais donner, si j'arrive, la main pour la présentation des planches à Hélène Barraud de la métropole. Je vais la prendre, en fait, la main, Sylvain. Je vais la prendre directement. Mais il faut que je te donne le statut de présentateur. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc je te laisse te présenter et puis introduire le sujet. Merci Sylvain. Donc Hélène Barraud, moi je représente la DGA Développement économique, emploi, attractivité de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et je suis directrice adjointe de l'innovation et en charge du service mutation industrielle et transition énergétique. Donc c'est dans le cadre des travaux qu'on mène dans notre service qu'on porte le déploiement de la feuille de route hydrogène pour le territoire de la métropole, avec bien sûr une vision très développement économique de cette filière pour l'instant. Donc je vais essayer de vous présenter en quelques slides rapidement cette vision, sachant que donc la métropole, alors excusez-moi, voilà. La métropole a un écosystème pour le développement de la filière hydrogène qui est extrêmement riche déjà sur son territoire, avec de nombreuses entreprises de la chaîne de valeur qui sont déjà implantées, des centres de recherche et développement qui sont avec des compétences pertinentes pour cette filière et des projets de recherche et développement en cours sur le territoire, avec des espaces qui permettent de l'expérimentation sur ce domaine de l'hydrogène. Pour la métropole, l'ambition, c'est de devenir à terme un hub méditerranéen d'hydrogène vert, en étant donc à moyen terme un hub de logistique et de distribution vers l'interland régional, et puis à plus long terme, une porte de distribution vers la Méditerranée et l'Europe. Notre feuille de route, en fait, elle se décline en deux axes. Le premier, c'est booster, donc, une métropole exemplaire, où on va choisir l'hydrogène lorsque c'est optimum dans les solutions de mobilité décarbonée sur nos flottes et au travers de nos compétences, donc que ce soit les bennes à ordures, les bus, les navettes maritimes ou nos flottes de véhicules de service. Et le deuxième axe concerne plutôt les acteurs économiques, en booster la filière, où il s'agit donc de faire de la sensibilisation, de l'incitation, d'accompagner les porteurs de projets
de la mise en réseau et de devenir donc un territoire d'expérimentation dans différents domaines liés à cette filière. On a 2 projets phares. Le premier qui vous concerne plus directement, c'est de devenir donc une plateforme multimodale logistique à mobilité décarbonée autour de Fos Miramas, qui est un peu le noyau et qui concentre la majeure partie de ce type d'activité, et la destination des pôles urbains en traitant la question du dernier kilomètre, qui peut être pertinente ou non, puisque des fois l'électrique peut tout à fait faire le job sur les derniers kilomètres. Donc là, on a des réflexions en cours avec un schéma de logistique métropolitain sur le secteur notamment urbain de Marseille, mais on mènera aussi sur les gros autres pôles urbains de la métropole le même genre de réflexion. Le deuxième projet phare, il est autour des Jeux Olympiques de 2024 et notamment des épreuves de voile qui se tiennent à Marseille, où on a l'ambition, on a plusieurs projets pertinents qui peuvent être développés et on a l'ambition d'être un véritable showroom en fait de l'innovation de la filière sur notre territoire. À cette occasion-là, puisqu'on aura, le territoire sera vraiment sous les feux de projecteurs internationaux, donc ça a vraiment du sens. Et pour terminer, juste vous montrer en quelques cartes une vision basée sur les projets connus, mais à la fois prospective du déploiement de la filière sur le territoire. Donc on verra si l'avenir nous prête raison, on doit se tromper à certains endroits. Mais voilà, c'est pour vous montrer comment on voit les choses. Donc en 2021, on a de l'hydrogène gris consommé dans les secteurs industriels en très grande quantité, raffinerie, chimie notamment. Et puis on a de l'hydrogène décarboné coproduit qui est fatal et qui peut être utilisé et mobilisé pour développer les usages sur le territoire. En 2022, on va avoir la première station hydrogène qui va se déployer à Fos, opérée par Air Liquide, et vous aurez une présentation par la suite qui va vous présenter le projet, donc je ne rentre pas en détail. Et dès 2022-2025, avec les déploiements des premiers usages et des expérimentations sur le territoire. Donc, vous voyez apparaître aussi des sujets liés à des démonstrateurs et des questions d'innovation de R&D sur certaines briques, comme l'alimentation des navires à quai ou le transport par vecteur liquide. Et puis, à 2030, eh bien, on s'oriente vers un maillage du territoire qui alliera production, distribution et usage, on l'espère, et puis on travaille pour ça, avec l'apparition de gros projets de production d'hydrogène vert qui vont venir adresser ces usages qui vont se déployer sur le territoire. Voilà, donc le webinaire d'aujourd'hui, enfin les 2 sessions qu'on a organisées participent à ça pour essayer de mobiliser les acteurs du territoire et d'aller agréger des usages autour des projets de stations de production qui vont apparaître dans les années à venir. Voilà, j'en dirai pas plus et puis on pourra peut-être au temps d'échange revenir sur certaines questions plus tard. Très bien, merci beaucoup Hélène pour cette vision générale très enthousiasmante et ces belles animations. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, donc on va commencer peut-être par utiliser le chat pour poser des questions en termes d'organisation collective. Voilà, donc n'hésitez pas pendant toute la séance à inscrire des questions dans le chat et puis le cas échéant, on vous donnera la parole. Mais voilà, juste pour être le plus efficace possible, on va commencer par prendre les questions dans le chat. Donc, si vous n'avez pas de questions tout de suite pour Hélène, mais on aura des temps d'échange généraux, donc vous pourrez revenir après, lui poser vos questions après. On va passer, comme je l'annonçais tout à l'heure, à des exemples de démonstration. Alors, Hervé nous dit pas de projet bus identifié. Tiens, le temps que je fasse le changement, Hélène, je te laisse répondre. Si, ça va vous être présenté. En fait, je suis passée un peu rapidement, effectivement, autour de la station de Fos, dans le cadre du projet IAMED. Sur sa deuxième phase, on va déployer donc 3 bus à partir de 2023
sur le réseau Ulysse à Fos, donc sur 2 lignes du réseau Ulysse qui étaient les plus pertinentes pour aller vers de l'hydrogène, puisqu'il y avait des distances parcourues assez importantes, et ce qui nous permettra au niveau métropolitain d'avoir un retour d'expérience sur les 2-3 prochaines années et envisager ensuite peut-être des déploiements à plus grande échelle si ça a du sens. Sachant qu'on travaille aussi la question des autocars qui, à notre sens, a plus de sens que les bus sur le territoire, puisque il y a beaucoup plus de lignes et puis les lignes parcourent des plus longues distances. Donc voilà, on travaille cette question en essayant de voir ce qui sera pertinent là aussi d'envisager comme déploiement. Très bien, merci beaucoup Hélène. Donc comme je l'ai indiqué, on va passer à la séquence démonstrateur. Donc on a, Hélène l'a évoqué, on a des projets de démonstration en région, à la fois de camions, donc c'est le projet Cassiopée, et puis de stations à Yamed. Et puis, on va pouvoir aussi, ça nous permettra de nous inspirer aussi d'exemples au-delà de la métropole. On a fait témoigner, on a pensé que c'était bien de faire témoigner un acteur qui a mis en œuvre un écosystème, il nous le dira tout à l'heure, de plusieurs dizaines de camions de mobilité lourde dans le domaine de la logistique en Suisse. Voilà, donc ça clora la première séquence qui est la séquence démonstrateur. Donc, je vais passer la parole à Julien Roussel et à Aurélien Coudray pour le projet Cassiopée pour commencer. Julien, Aurélien, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir pour ce webinaire. Donc Aurélien Coudray, responsable qualité, sécurité, environnement au sein des transports Chabas, donc société spécialisée dans le transport routier de marchandises en froid positif, qui est donc l'utilisateur du poids lourd Cassiopée, qui a été conçu par Green GT et donc qui sera exploité pour le compte du client final Carrefour. Voilà, donc effectivement, donc déjà pour commencer, la carte d'identité un petit peu du projet. Donc un projet effectivement avec un acronyme effectivement assez complexe, un petit peu à l'image effectivement du projet que nous nourrissons. Donc à savoir effectivement un camion utilisant une technologie hydrogène qui est appliquée de manière optimisée et innovante au transport routier et à la logistique, plus particulièrement pour les grandes et moyennes surfaces. Et donc l'innovation réside vraiment au niveau de ce démonstrateur, au niveau de l'équation qui a réussi à être résolue concernant le couple forte puissance et grande autonomie. Donc l'idée de ce démonstrateur, c'est de ne pas avoir de compromis en termes d'applicatifs. Il faut qu'on soit à ISO-fonctionnalité de ce qui existe en termes de technologie sur le marché. Bien sûr, meilleur que le diesel en termes de bilan carbone et également avec une meilleure autonomie et une capacité aussi de recharge rapide par rapport à l'électrique. Donc le livrable au final, vous le voyez en photo, donc c'est un camion remorque. Là effectivement vous voyez à l'écran un camion 26 tonnes 6 roues qui sera donc couplé à une remorque 18 tonnes pour avoir donc un PTRA total de 44 tonnes, ce qui nous fait l'économie, enfin l'équivalent pardon en charge d'une semi-remorque. Donc comme on vous le disait effectivement développé par Green GT, utilisé par les transports Chabas sur des lignes Carrefour d'ores et déjà existantes, donc sur une ligne spécifique entre Salon et Nice. Le but étant de pouvoir faire effectivement 2 boucles par jour, de manière effectivement à prouver que notre technologie est pertinente, fiable et performante. Et bien sûr, partenaire aussi important concernant les points de distribution en partenariat avec Air Liquide. Mais je crois que Patrick Dilly aura l'occasion de vous parler plus largement de ce point-là, lui-même, dans le cadre notamment du projet IAMED. Concernant l'écosystème et la chaîne de valeur, donc effectivement le projet, alors il est né d'une histoire, d'un constat, effectivement d'une rencontre entre le sport automobile côté Green GT et effectivement notre direction générale côté transport Chabas, Eric Mézard, qui était de se dire que finalement le GMP qui était développé sur la voiture de sport de Green GT, qui répondait à des besoins de forte puissance et d'autonomie et de couple, pouvait tout à fait convenir effectivement à la technologie qu'on utilise nous dans le transport, à savoir les poids lourds. Donc de la réflexion au projet est né donc ce consortium qui a associé Green GT et Chabas naturellement a souhaité proposer ce projet
dont son client historique Carrefour, puisqu'effectivement dès les années 2010-2011, on était déjà engagé aux côtés de notre client, notamment dans le cercle des transporteurs de la charte objectif CO2. Et puis donc l'idée a germé. On a souhaité effectivement se lancer dans un appel à candidature, des appels à projets ADEME, territoire et mobilité du futur, avec un dépôt de candidature en 2016, avec en amont effectivement une pré-labellisation de notre projet au travers des pôles de compétitivité Novalogue et Cap Énergie. Et donc l'idée c'est de pouvoir effectivement d'ici la fin de l'année pouvoir faire une démonstration opérationnelle, on l'espère, auprès de effectivement des magasins proxy de la chaîne Carrefour. Et forcément, ce projet, donc Green GT étant un bureau d'études et nous, Transport Chabas, nous ne sommes que transporteurs, bien sûr, l'idée c'est d'avoir derrière un transfert de technologie à moyen long terme auprès de groupes industriels qui auront la capacité de gérer des séries. Au niveau du montage de projet, très rapidement, donc une labellisation en amont, comme je l'ai dit, le dépôt d'un dossier de candidature, bien sûr l'appui des différents ministères en charge de cette question et de la transition énergétique d'une manière générale, une animation au travers de CODIR, COPIL d'une manière classique. Surtout les aides publiques, une aide très importante de l'ADEME concernant ce projet, avec effectivement des subventions qui sont allouées au titre de la recherche industrielle ou des avances remboursables au titre du développement expérimental. Et derrière des aides privées, notamment la contribution du groupe Carrefour en termes de surcoût d'exploitation par rapport à l'utilisation de ce véhicule. Je laisse la parole à Julien Roussel. Très bien, merci Aurélien. Le décor est maintenant planté. Donc je suis Julien Roussel, je suis directeur programme de Green GT, que vous connaissez peut-être plus sous l'angle du sport automobile, mais comme le rappelait Aurélien, le lien avec la logistique poids lourd a été fait quand Carrefour nous a mis au défi de transférer la technologie qu'on développe en sport automobile, typiquement le Mans Endurance, sur une application poids lourd, puisque les puissances en jeu, on va le voir, sont très proches. Bon, c'est le seul point commun sur le cahier des charges, mais les valeurs de puissance de système hybride hydrogène électrique sont voisines, et c'est ça le cœur de notre métier. Donc, vous avez devant vous une photo du démonstrateur tel qu'il a été présenté au Castellet il y a quelques jours maintenant pour une expo. Aujourd'hui, ce démonstrateur, il est vraiment en phase finale d'assemblage. Les équipes s'attellent à mettre une touche finale au câblage, qui est une partie très importante, comme vous imaginez, sur ces systèmes hybrides avec beaucoup d'électronique de puissance. Le contrôle qualité, naturellement, qui va permettre d'effectuer les premiers essais sur piste privée, dont vous entendrez certainement parler d'ici la rentrée. Donc pour faire très simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui est important dans le cahier des charges? C'est évidemment l'exploitation, donc zéro émission au roulage, zéro émission à l'échappement, on va dire, si ce n'est évidemment la vapeur d'eau. Et le cahier des charges, il doit être celui d'un camion diesel de charge équivalente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ou faire peser de grosses modifications sur l'exploitation de ces camions qui doivent être opérés en conditions réelles sur la ligne dont parlait Aurélien, qui est une ligne opérée pour le compte de Carrefour. C'est pour cela que l'hydrogène était parfaitement adapté pour réussir à transporter des tonnages vraiment importants. On est sur 44 tonnes, donc parmi ce qui se fait de plus élevé, avec toutefois la contrainte de ravitailler en 15 minutes. On va en parler tout à l'heure, et de pouvoir exploiter également du transport réfrigéré, ce qui fait une demande de puissance encore et d'énergie encore supplémentaire. Donc si vous voulez bien passer sur la page suivante, voilà, je vais rentrer un peu plus dans les détails concernant la technologie, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés en particulier par ces aspects. Donc il s'agit, ici on a limité la puissance à 530 chevaux, puissance qui est donc fournie en tandem par un système de batterie et deux systèmes piles à hydrogène, donc développés par Green GT.
pour lequel également on assure le pilotage des différents systèmes énergétiques. Alors 530 chevaux, c'est déjà dans la bonne moyenne. On aurait pu aller plus loin. Il fallait aussi s'arrêter pour les questions d'homologation. Donc tout ça est largement suffisant, même si on sait qu'avec ces systèmes de moteurs électriques, on peut facilement aller chercher du couple et de la puissance supplémentaire. Qu'est-ce qui est à noter ici, c'est qu'évidemment, il n'y a aucun compromis en termes de sécurité et ce camion va être homologué auprès de l'Adréal. Donc de ce côté-là, il y a l'histoire est écrite. Et ce qui évidemment intéresse en particulier les opérateurs qui doivent aller en ville en zéro émission, c'est de connaître l'autonomie. Donc évidemment, on pourra l'estimer très précisément quand on va rouler, donc d'ici quelques mois, même quelques semaines. Elle est estimée aujourd'hui aux alentours, un petit peu en dessous de 500 km, mais c'est une estimation prudente. Et naturellement, le but, c'est d'obtenir un camion qui soit totalement compatible avec les contraintes opérationnelles et qui séduise les chauffeurs. Donc, je termine avec juste un mot concernant le stockage. Donc ici, évidemment, on fonctionne sur de l'hydrogène décarboné, environ 45 kg. Ce qui est important de noter ici, c'est que le plein en conditions d'exploitation, le ravitaillement se fera dans des conditions optimales, environ 15-20 minutes. Pour une aussi grande quantité, c'est déjà très intéressant et c'est rendu possible avec une synergie qu'on a mise en place avec un autre projet ADEME dont Patrick Dilly donnera le détail, mais qui englobe donc une station hydrogène et une station hydrogène qui est compatible poids lourd bus et donc qui est très capacitaire et qu'on a réussi à coordonner pour faire fonctionner les deux projets ensemble. Donc le camion sera ravitaillé au quotidien sur cette station de Fos qui apparaîtra dès le début de l'année prochaine et sur lequel d'ailleurs le démonstrateur ici présent servira aussi de test. Donc il y a véritablement un échange d'informations dans les deux sens entre les deux projets. Donc je conclue la présentation technique ici pour laisser mon collègue Thomas Mathieu de Carrefour qui va nous expliquer en quoi cette démonstration technologique est pertinente et importante pour servir la stratégie globale de Carrefour. Thomas ? Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Mathieu, je suis en charge de la RSE pour Carrefour Supply Chain. Voilà, donc je pilote les projets de transition énergétique transport, notamment, et toutes les problématiques liées à la logistique urbaine. Et en effet, tu le disais Julien, l'hydrogène est finalement cohérent dans notre stratégie, alors à la fois supply chain, forcément avec ces enjeux de décarbonisation du transport, mais au-delà de ça, de pouvoir aussi contribuer aux enjeux importants qu'on a sur notamment les réductions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, notre enjeu, alors plutôt lointain, mais à partir de 2030, nos positions fortes, c'est de pouvoir sortir du diesel et des énergies fossiles. C'est quelque chose qui est important pour nous, de pouvoir décarboner nos activités de transport. Et c'est plutôt un engagement de longue date, en tout cas qu'on a travaillé, vu que depuis 2015, on est engagé sur un déploiement de véhicules biométhane. Aujourd'hui, on a 550, comme on peut le voir, alors presque aujourd'hui 600 véhicules sur les routes. Donc, on a déjà engagé une partie de la transition énergétique avec des véhicules au gaz. Et forcément, avec le projet Cassiopée, on est au début d'une histoire qui amènera demain, on en est certain, un déploiement et une standardisation de cette solution dans le transport. Voilà, donc on a pour ambition à moyen terme plutôt de pouvoir généraliser la partie biogaz sur notre distribution aval pour l'ensemble des livraisons de nos magasins et de pouvoir contribuer à mettre en place la filière hydrogène et à nourrir les différents projets qui commencent à pas mal émerger. Donc si on peut, donc voilà, donc l'hydrogène forcément avec un zéro émission à l'échappement en exploitation, c'est plutôt quelque chose qui est important pour soutenir notre stratégie de réduction de CO2 globale pour le groupe.
Donc tout ça, pourquoi finalement notre enjeu est de pouvoir forcément, au-delà de livrer la marchandise de nos magasins, c'est de pouvoir le faire de façon responsable, qui soit à la fois, je dirais, propre et silencieuse, la livraison. Forcément, donc la transition énergétique, pour nous, elle est aujourd'hui enclenchée avec le biométhane et demain, elle sera certainement à l'hydrogène. Donc les deux énergies, pour nous, sont complémentaires. Forcément, l'autonomie est un sujet, mais le sera de moins en moins. Donc, ce qui réduit un petit peu, nous, dans nos modèles de distribution, l'électrique, batterie, dans l'usage aujourd'hui, mais la version hydrogène est assez intéressante pour pouvoir avoir un usage beaucoup plus standard. Et forcément, aujourd'hui, on ouvre plus de magasins de proximité urbains que d'hypermarchés. Donc, on se doit, nous, au transport, de pouvoir accompagner le développement et l'expansion de nos magasins urbains. Forcément, la contrainte de bruit va être assez forte. L'hydrogène, voilà, avec son zéro émission sonore aussi, permettra de répondre d'autant plus à ces enjeux. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. Forcément, les riverains étant nos premiers clients, on se doit d'assurer leur quiétude lorsqu'on est en livraison et d'autant plus lorsqu'elles sont matinales pour distribuer nos magasins, qui est un réel enjeu de pouvoir finalement être le plus transparent, quasi invisible possible dans nos opérations de livraison pour pouvoir éviter de saturer ou de participer à la congestion des centres urbains et tout ça, de pouvoir le faire de manière, comme je le disais, transparente. Donc on est engagé de longue date avec Certibruit, l'association qui labellise le process silencieux des magasins, et on a de nombreux markets, notamment à Marseille et à Nice, qui sont déjà engagés. Voilà. C'était juste pour pouvoir vous partager un petit peu la feuille de route et ce qui va nous animer, nous, chez Carrefour, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, un déploiement enclenché comme je le disais, depuis quelques années sur les grandes métropoles. Voilà. Donc, on est passé à une généralisation sur quasi l'ensemble des centres urbains. On va densifier, voire pouvoir assurer que 100% de certaines régions soient distribuées de façon propre pour, d'ici fin 2022, avoir une flotte de 1200 véhicules qui permettra d'assurer que l'ensemble de nos distributions de magasins en France soit de façon propre avec le biométhane. Voilà, donc cette histoire se répétera certainement on y est convaincu, on y travaille sur l'hydrogène, avec un schéma, on le pense un petit peu parallèle, et voilà, le projet Cassiopée est le début d'une belle histoire qui s'inscrira dans le sud-est et pour laquelle on sera ravis de vous donner des belles avancées. Merci à vous, et puis voilà, de manière générale, si vous avez des questions, à votre disposition. Merci bien, donc Aurélien, Julien, Thomas. Il y a une question dans le chat, peut-être pour Julien, sur la date auquel les premiers camions pourraient rouler dans la région. Oui, je viens de voir. Alors, il y a même deux questions. Ouais, il y en a une deuxième maintenant. Premièrement, concernant le déploiement, donc on différencie plusieurs étapes. Ici, on est dans l'étape de démonstration et de faisabilité. C'est-à-dire qu'on va commencer à la rentrée donc des tests de roulage. Ce démonstrateur, c'est un vrai labo roulant. Il est bardé de capteurs traités avec des systèmes de data logger qui sont très, très poussés. Donc, on est là pour amener la démonstration à un niveau de perfection qui reflète ce qu'attend le marché. Et ça va évidemment nous prendre plusieurs mois et plusieurs itérations avant de perfectionner le système et de le rendre suffisamment mature pour être déployé. De ce fait, eh bien l'année prochaine, donc le camion là que vous voyez, il est en fait destiné à passer avec un nouveau mode de stockage, donc et une autonomie qui va augmenter de plus de 60%, afin d'offrir environ 800 km. Ça fait partie de la démonstration parce que le marché l'attend. Et c'est simplement une fois que ces étapes seront passées, l'homologation aura été réussie, toutes les améliorations validées sur le terrain et validées aussi par les clients et les utilisateurs, qu'on parlera du déploiement d'une petite flotte. Alors on en parle déjà maintenant, c'est une chance, mais presque chaque semaine on a des demandes
de flottes à la dizaine jusqu'à la centaine, parce qu'il y a un véritable besoin qui n'est pas juste un engouement, hein, c'est le besoin de décarboner, contraintes réglementaires, etc. Ce qui fait que pour une petite série qui circulerait en région, eh bien on va communiquer plutôt à la rentrée sur les détails. Aujourd'hui, c'est partagé avec, disons, les parties prenantes comme l'ADEME. Tout n'est pas encore figé, donc on communiquera plutôt à la rentrée sur ce sujet. Mais l'idée est bien d'avoir une petite série fabriquée naturellement ici en région sud, donc pour servir les écosystèmes locaux. Et les premières unités, c'est plutôt la fin d'année prochaine, pas avant. Donc ça, c'est la première question. Je vois que la deuxième question concernait le tracteur. Effectivement, le tracteur représente tous les professionnels du métier le savent, c'est une part importante. Et oui, il est prévu, nous, dans notre phase de développement, qu'on fasse un démonstrateur tracteur, donc qui est assez différent du porteur que vous voyez et qui nécessite de passer en technologie 700 bar pour le stockage, pour des raisons de compacité. Ceci étant, il y a beaucoup de points communs avec ce qu'on a déjà fait. Donc oui, on ne fera pas que démontrer du porteur, on fera aussi du tracteur. Merci beaucoup. Il y a une question plutôt pour les utilisateurs, hein, donc Carrefour Chabas, poids et volume de la charge. Est-ce que c'est différent des véhicules, alors diesel ou biométhane, que vous utilisez? Non. Peut-être je peux faire un début de réponse et puis un peu compléter. Effectivement, non, comme l'a dit Julien, l'idée c'était vraiment d'avoir aucun compromis par rapport à l'exploitation d'un véhicule diesel. Donc en termes effectivement de poids, il faut savoir que l'hydrogène est un gaz volumineux mais extrêmement léger. Donc finalement, même avec le poids des réservoirs, vu qu'on enlève la partie parc-palette, on arrive effectivement à ne pas trop gréver cette partie-là. Et quant au volume de charge, finalement, sur un camion remorque, on a une capacité effectivement de 36 palettes au sol. Donc il y a 3 palettes qui sont condamnées effectivement par la partie infrastructure effectivement du groupe motopropulseur, et donc on retombe sur un équivalent de 33 palettes, l'équivalent d'une semi-remorque. Donc c'est très, je veux dire, c'est vraiment insignifiant pour nous en termes effectivement d'exploitation. D'ailleurs, Aurélien, je précise une chose aussi, c'est que donc le compromis qui est fait aujourd'hui sur les 3 palettes supplémentaires, il va disparaître sur les prochaines itérations, puisque le but, c'est justement qu'on veut être prêt pour le marché. Ça veut dire aussi offrir exactement la même quantité, donc 36 palettes. Et c'est un des enjeux. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Encore une fois, on aura une table d'échange ensuite générale dans lequel vous pourrez demander des compléments le cas échéant. Donc, je vous propose de passer à la présentation du projet IAMED, donc qui a déjà été évoqué, donc complémentaire au projet Cassiopée. Donc, projet IAMED porté par Air Liquide. Patrick Dilly, s'il te plaît. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation et cette intervention. Donc, Patrick Dilly, en charge du développement de la mobilité hydrogène en France. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Voilà, la suivante aussi. Simplement pour dire que le groupe Air Liquide a annoncé dernièrement, puisque c'était en mars, également des objectifs très ambitieux sur l'ensemble de son activité, pas uniquement liés à l'hydrogène, mais également sur la partie gaz de l'air, oxygène, azote, argon, et puis tous les autres gaz qui sont utilisés, y compris dans le monde de la santé. Donc une neutralité carbone d'ici 2050 avec certaines étapes importantes, que ce soit en 2025 comme en 2035. Vous retrouverez tous ces éléments-là aussi bien sur le net que sur la présentation. Je n'insiste pas davantage. Diapo suivant. Simplement une carte du monde qui permet de visualiser une application sur des géographies très différentes. Donc l'Asie avec le Japon, la Chine et la Corée qui sont trois domaines importants et qui tirent
la mobilité hydrogène, les États-Unis avec notamment la Californie, et plus proche de nous, que ce soit l'Allemagne, les pays du Nord, et puis la France qui aujourd'hui, j'allais dire démarre fort, mais a déjà démarré depuis un certain nombre d'années. Et on connaît le temps long des projets, mais on va arriver très vite à IAMMED qui va nous permettre de toucher du doigt la prochaine station associée au camion. Diapo suivante. Donc aujourd'hui, voilà un certain nombre d'implantations et d'installations en France. On parlait de Carrefour tout à l'heure avec, lors de l'intervention précédente, les chariots élévateurs à Vendin-Vieille à côté de Lens. Donc ça, c'est le petit point rouge tout en haut de la carte de France. Il y a Ikea, FM Logistique ou Prélo Centre, les magasins Cranfray qui sont également impliqués dans cette logistique chariot élévateur. On a un certain nombre de stations pour recharger les taxis Hype à Paris. Une particularité sur la station d'Ersailles, les Loges en Josas pour être très précis, qui est une station qui permet de recharger aussi bien les bus comme les véhicules utilitaires légers et les véhicules passagers. Et le dernier sujet qui nous concerne ou qui nous mobilise aujourd'hui, le dossier IAMMED, qui sera la première station haut débit, haute pression pour les camions. Et quand je dis camion, ça sera véhicule lourd d'une manière générale, puisqu'il y a effectivement 3 bus qui sont prévus à cette station et un certain nombre de VUL. Je vais rentrer dans le détail plus particulier de ce projet IAMMED et vous retrouvez donc sur l'arc de cercle autour de la carte de France, donc en haut à droite, l'ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier IAMMED. Alors IAMMED, c'est la combinaison, je vais dire, de 2 projets. Après un rapprochement et des échanges depuis 2017 avec Carrefour, Transport Chabas et Green GT, notamment donc à travers le projet Cassiopée qui vient d'être présenté, et ensuite un deuxième projet européen, H2All, qui a été déposé à l'Europe en 2018 et donc sélectionné en 2018 et qui a été lancé en 2019. Et la combinaison de ces 2 projets donne la déclinaison française du projet IAMMED, qui intègre donc un certain nombre de camions, 8 au total, donc une combinaison de camions Green GT et Iveco, avec des chargeurs comme Carrefour, puisque ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais également Monoprix ou Coca-Cola, et puis tous les transporteurs qu'on voit en haut à droite, donc Chabas, Perreno, ID Logistique, Blondel, Malherbe et Air Liquide, puisque Air Liquide aura également un camion en propre pour sa logistique conditionnée. Mais tout ça, ça n'est possible qu'à travers l'implication de tous ces acteurs, mais également des financeurs. L'Europe pour avoir sélectionné le projet H2All, mais également et de manière significative, l'ADEME pour le projet IAMMED. Donc, au-delà de Cassiopée, on retrouve une aide importante de l'ADEME pour le déploiement de cette station. La région Sud également et la BPI, sachant que le projet IAMMED a vu son cahier des charges évoluer au cours du déploiement du projet, avec des exigences des constructeurs de camions qui ont évolué. Julien tout à l'heure parlait de pouvoir recharger 40 ou 45 kilos en 15 minutes en 350 bars. Julien a également annoncé un autre véhicule 700 bars, donc rechargé en 700 bars, des quantités d'hydrogène assez significatives. On parle de 60 kilos voire plus, en des temps qui restent compatibles avec une vingtaine de minutes. Nécessite effectivement une infrastructure et une station de distribution qui est pas triviale. C'est pas la station de classique. Et donc là, on installe une station de distribution d'1 tonne jour, 700 bars, 350 bars pour les véhicules lourds. Il y aura également une bande de distribution pour les véhicules utilitaires légers.
de façon à pouvoir recharger dans cette zone-là des VUL type le Kangoo, le Master de Renault, les véhicules Expert, Jumpy, Vivaro de Stellantis, PSA. Donc voilà, ce type de véhicule. Et évidemment, donc les camions hydrogène en 350 et 700 bars, avec la chance d'avoir le premier proto, et on combinera, comme l'a très bien dit Julien, les tests de la station et les tests du camion dès la fin de l'année, puisque les premiers tests de la station seront réalisés au mois de novembre-décembre pour une inauguration de la station au mois de mars l'année prochaine. Et le déploiement des camions 700 bars côté Iveco arriveront dans la foulée. Je ne sais pas s'il y a encore une diapo juste après. Il n'y a plus de diapo, Sylvain? Ah oui, non, voilà, le plan d'implantation, simplement pour dire qu'il y a deux zones un peu distinctes dans une station de manière assez classique. Toute la zone où on va voir circuler les camions, donc c'est les deux gros traits noirs qu'on voit au milieu de la zone bleue, avec des bus qui sont simulés à droite de ces deux camions identifiés en noir. La bande de distribution VUL qui est à gauche du camion, qui est le plus à gauche également, et toute une dalle technique où on va retrouver compression, moyenne et haute pression, buffer, système de refroidissement. Donc voilà, toute une zone technique, une dalle technique qui sera évidemment pas accessible au public, c'est évident, mais par contre toute la zone bleue sera accessible aux transporteurs avec un accès qui sera contrôlé. Et la dernière diapo qui est une photo d'artiste, voilà ce que ça pourrait représenter puisque c'est une photo qui a été déposée dans le cadre du permis de construire avec les trois bandes de distribution et toute la zone technique qui se trouvera derrière un mur de séparation de façon à ce que cette zone-là soit complètement réglementée. On n'a jamais été aussi proche du but. Mars 2022 va arriver très vite pour la gestion de projet et c'est encore un peu de patience pour nous tous qui avons hâte non seulement de voir arriver le premier camion de Catiopée Green GT opéré par les transports Chabas pour Carrefour, de faire ses premiers tests et puis ensuite les autres camions qui arriveront dans la foulée. Très bien, merci beaucoup Patrick. Alors je ne vois pas de questions spécifiques sur le projet IAMED présenté par Patrick dans le chat. Il y a une question plus générale sur le TCO. Alors je ne sais pas si on peut déjà se projeter sur un calcul de TCO. Je ne sais pas si un des intervenants peut dire quelque chose sur le sujet. Bon, ce que je peux dire, évidemment, on n'est pas à un TCO équivalent diesel, loin s'en faut à travers cette station-là, même si elle va être, entre guillemets, 5 fois plus importante en capacité que nos stations parisiennes de 200 kg jour. Ça reste une station qui va être considérée assez vite pour la filière poids lourd comme étant une petite station, entre guillemets. Et on a également d'autres projets qui sont en cours d'études qui verront se déployer des stations d'une capacité significativement supérieure à cette première station d'une tonne jour. Le 700 bars semble s'imposer au niveau des constructeurs, comme l'a exprimé Julien tout à l'heure, pour une question d'encombrement et d'autonomie recherchée pour les camions. Donc, pour répondre à la question TCO, on est aujourd'hui encore significativement au-dessus du TCO diesel et dans des proportions qui vont varier entre 35 et 45% en fonction des kilométrages retenus. Je pense que la particularité
du camion Cassiopée, et c'est vraiment un atout pour ce projet Cassiopée, c'est qu'il va faire 2 boucles de 500 km, donc il va aller, j'allais dire, pousser dans ses derniers retranchements le démonstrateur construit par GreenGT. Et là, on est donc dans un cas de figure où le kilométrage va permettre un peu d'optimiser le TCO, même si on est effectivement encore très loin d'un équivalent diesel. Très bien, merci beaucoup Patrick. Donc bon, on voit qu'on a des projets pionniers au niveau français dans ce domaine-là et sur le territoire de la métropole et plus largement de la région. Mais on a trouvé que c'était intéressant d'avoir l'éclairage d'un pays donc qui est la Suisse, qui non seulement nous a battus à l'Euro, vous savez tout ça pour ceux qui suivent le football, mais qui aussi nous a grillé la politesse sur le déploiement d'un certain nombre de camions hydrogène. Voilà, puisque je crois qu'il y en a, sans spoiler la présentation à venir, il y en a une trentaine qui roulent actuellement sur les terres suisses. Voilà, mais on n'est pas rancunier, donc c'est Ralph qui va nous expliquer tout ça. Ralph, si tu es là, je te passe la main. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Oui, on t'entend bien. Parfait, super, merci. Donc bonjour à tous. Ralph Dassonville de la société Alpic. Donc je vais vous présenter les activités d'Alpic en Suisse à travers le projet HydroSpider. Donc moi-même rapidement, donc Ralph Dassonville, je travaille pour Alpic, je suis basé en Suisse, là où on a notre siège. Je suis manager Strategy and Business Development pour notre activité commerciale dans toute l'Europe. Je vais vous présenter rapidement les activités d'Alpic. Donc, le groupe Alpic a une activité principale qui est la production d'électricité à travers notre parc de production hydraulique, principalement en Suisse, à peu près 3 gigawatts, et des centrales nucléaires et au gaz dans différents pays d'Europe, et un portefeuille renouvelable en développement entre l'Italie et le nord de l'Europe. Donc, une production à 75% décarbonée aujourd'hui, avec un objectif de développer encore plus la partie hydraulique, éolienne et solaire. Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, le groupe Alpic, on a 3 activités principales. Donc, on est dans la production d'électricité, principalement à partir d'énergie renouvelable et de gaz encore aujourd'hui, pour faire la transition. Tout ce qui est commercialisation, donc une grosse activité pour la société, donc le trading de commodités, gaz, électricité, droits d'émission, et toute la partie aval, la partie client, distribution à des clients finaux. Donc, on développe une activité à des clients finaux type particulier, mais notre activité principale reste la grande industrie chimique, la métallurgie, les transports, les grandes chaînes de supermarchés. Et si on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Plus particulièrement en France, on est actif principalement sur ce segment d'activité, donc de la distribution aux grands comptes. On a à peu près 2500 clients en France aujourd'hui. On livre 26,5 TWh d'énergie, donc une grande partie, presque 18 TWh d'électricité. Et on est bien noté par nos clients puisqu'on remporte régulièrement le prix du meilleur fournisseur en France et on l'a remporté encore une fois pour cette année. Alors, merci. Donc, pour en venir à notre expérience HydroSpider, donc l'expérience hydrogène suisse, qui est un écosystème unique en Europe aujourd'hui, qui est un écosystème opérationnel de production d'hydrogène, transport d'hydrogène et consommation d'hydrogène par une flotte de camions. Donc c'est un projet qu'on a développé il y a à peu près 2 ans en faisant un consortium avec 2 partenaires, H2 Energy, Alpic et Linde, l'acteur bien connu en Allemagne de l'hydrogène. Donc ensemble, on a créé HydroSpider, dans le but vraiment de développer premièrement un premier électrolyseur de 2 MW pour la production d'hydrogène, avec pour objectif de livrer une flotte de camions Hyundai, avec qui H2 Energy s'est également associé, pour pouvoir importer et distribuer les camions Hyundai en Suisse. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Le projet aujourd'hui et ses ambitions.
Donc, on a mis en service le premier poids lourd en octobre 2020, donc il y a à peu près 9 mois de ça. Depuis, on a 45 camions opérationnels en Suisse, donc qui roulent tous les jours, qui font des circuits principalement pour des opérateurs de la logistique de l'agroalimentaire, pour du transport de matières réfrigérées également, et la distribution des supermarchés en centre-ville, grâce, comme on l'a mentionné ici dans d'autres présentations, au caractère silencieux et à l'absence d'émissions de ces camions, qui sont bien reçus, surtout quand on fait les livraisons tôt le matin au cœur du ville. L'objectif pour 2023, c'est d'avoir 1000 camions en circulation et 1600 camions à l'horizon 2025. En ce qui concerne les stations de distribution, le slide précédent, merci. On a 8 stations opérationnelles à ce jour. On prévoit d'en avoir 40 d'ici fin 2023 pour couvrir l'intégralité du pays et vraiment pouvoir offrir une offre complète aux opérateurs et qui puissent vraiment distribuer tous les derniers supermarchés dans les lieux les plus reculés, on va dire, de la Suisse. En ce qui concerne la production, le dernier point de ce slide, donc on opère aujourd'hui un premier électrolyseur de 2 MW en Suisse alémanique, donc à l'est du pays. Et on a l'intention maintenant de développer des électrolyseurs plus importants, de passer à 10 MW et d'avoir à terme en 2025 un portefeuille, on va dire, de 80 à 100 MW d'électrolyseurs en opération pour pouvoir fournir cette flotte croissante de camions à hydrogène. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Pour vous donner un aperçu de l'écosystème, donc aujourd'hui, et on le voit aussi en France, un écosystème hydrogène, c'est énormément de partenaires différents, aussi bien pour la production, le transport que la distribution d'hydrogène. Donc, on a ici un exemple des partenaires dans l'écosystème. On a notamment en haut, vous pouvez le voir, un certain nombre de distributeurs de produits pétroliers, donc d'opérateurs de stations-service, dont Avia, par exemple, qui est également présent en France. On a également Migrol, qui est un opérateur de stations-service sur des supermarchés, un équivalent d'un Carrefour Intermarché en France. On a également un grand nombre de transporteurs qui ont pris chacun, pour l'instant, quelques camions. Donc, finalement, la flotte de camions a été répartie entre ces différents transporteurs. Certains en ont 2, 3, prévoient d'en avoir 10 d'ici la fin de l'année ou au milieu de l'année prochaine. Et on a également directement des acteurs de l'industrie agroalimentaire suisse, comme EMI, dans les produits laitiers, qui a sa propre flotte de camions pour transporter ses produits sur les supermarchés. Le slide suivant, s'il vous plaît. Pour vous donner un aperçu des opérations, donc on a vraiment un écosystème opérationnel aujourd'hui. On produit de l'hydrogène depuis à peu près 6 mois sur notre site de Göttingen en Suisse. Donc vous avez quelques photos ici. Donc on voit à gauche notre site de production, donc l'électrolyseur de 2 MW. C'est les conteneurs blancs avec le conteneur bleu qui est notre compresseur, qui monte l'hydrogène, qui fait passer de 30 bars en sortie d'électrolyseur à 350 bars, pour être stocké dans des conteneurs que vous voyez sur la droite, qui nous servent ensuite à transporter l'hydrogène. Actuellement, on a 4 platines d'export avec ces conteneurs standards de 20 pieds, dans lesquels on a différentes bonbonnes d'hydrogène qui permettent de stocker, on va dire, entre 400 et 500 kg d'hydrogène par conteneur. Le slide suivant, merci. Ensuite, on transporte ces conteneurs par camion. Donc aujourd'hui, malheureusement, par camion de diesel, mais on compense ces émissions de ces camions de diesel pour avoir vraiment un écosystème neutre en carbone. Donc on transporte ces conteneurs sur différents sites de distribution. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle un conteneur business, puisque c'est une grosse partie en fait de l'activité opérationnelle, c'est vraiment organiser la logistique de transport d'hydrogène. Sachant qu'aujourd'hui, on produit 2 MW, l'équivalent de 300 tonnes d'hydrogène par année. On a 8 points de distribution, donc c'est relativement restreint comme complexité, mais on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de choses à optimiser pour en permanence savoir quel est le niveau de stock d'hydrogène dans les différentes stations-service, quel va être le besoin des différents opérateurs de camions, quand les camions vont venir en station-service, et s'assurer qu'en tout moment, les camions vont pouvoir effectivement pouvoir charger, pouvoir avoir l'hydrogène nécessaire à leurs opérations, tout en optimisant aussi notre électrolyseur sur les marchés d'électricité pour produire l'hydrogène au meilleur prix, quand les prix sont les plus bas sur les marchés européens. Le slide suivant, merci. Et enfin, la distribution. Donc, elle est réalisée aujourd'hui sur 8 sites en Suisse. Donc, vous voyez la petite carte
en bas à droite, répartis entre l'ouest et l'est du pays, de la zone qu'on appelle du plateau central, où on a la majeure partie des activités industrielles et commerciales en Suisse. Et on le distribue vraiment sur des stations-service classiques, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, la station hydrogène étant collée aux stations essence et diesel classiques, avec le conteneur, lui, qui est posé en périphérie de la station-service pour des questions de sécurité. On le voit sur la petite photo en bas à gauche. Et on vient régulièrement changer ce conteneur avec un conteneur plein en fonction des besoins de la station. Merci. Slide suivant, s'il vous plaît. En ce qui concerne les camions, donc pour l'instant, on travaille avec Hyundai en Suisse, qui a développé la première flotte mondiale de poids lourds. Donc c'est vraiment une production en série faite pour l'instant en Corée du Sud et importée en Suisse. L'importation est réalisée par une compagnie qui s'appelle HHM, Hyundai Hydrogen Mobility, qui importe les camions, les finance et offre une solution de leasing aux transporteurs. Ceux-ci ne payant pas le camion à l'achat, mais payant le camion, on va dire, par kilomètre, hydrogène inclus. Donc pour eux, c'est très sécurisant. Ils n'ont pas fait un investissement initial, ils n'ont pas à avoir de risques de maintenance et d'opération. Ils ont un camion qui paye par kilomètre et la maintenance est assurée par la société qui fait le leasing. Donc aujourd'hui, c'est des camions, comme on peut le voir. Oui, merci. Donc c'est des porteurs qui peuvent aller jusqu'à 36 tonnes. Il y a des camions 44 tonnes tracteurs prévus. Ils ne sont pas encore en service aujourd'hui. Ils devraient venir dans les prochaines années. On a une flotte, donc, comme je disais, d'à peu près 40 camions aujourd'hui, grandissante, de plus en plus de camions en service. Donc, on peut les voir aujourd'hui, si vous venez en Suisse, sur les autoroutes, desservir les supermarchés, faire du transport pour des compagnies comme Nestlé ou Eni. Merci. Voilà. Donc, grâce à cette activité opérationnelle, on a les premiers feedbacks de tous les utilisateurs qui apprécient à travers ces camions à hydrogène la facilité de conduite. Donc, ça se conduit comme un camion classique. Le temps de recharge court, c'était aussi une des appréhensions par rapport aux camions à batterie qu'on connaît aussi en Suisse, où le temps de recharge est vraiment un point bloquant. Ici, on a des temps de recharge, on va dire, entre 10 et 20 minutes pour charger l'équivalent de 35 kg d'hydrogène. On a des camions aussi très bien adaptés à la Suisse, avec des bonnes reprises pour la ville, dans les centres urbains et également les zones de montagne. On a des camions très silencieux, sans vibration, donc très bien adaptés à la distribution en centre-ville, comme je le disais, surtout dans les dessertes tôt le matin, pour pas embêter les riverains qui sont les clients de ces supermarchés. On a également une autonomie importante, à peu près 400 km, qui permet de bien desservir le pays. Et on a même des camions qui traversent la Suisse, de l'est à l'ouest aujourd'hui, avec le plein de marchandises. Et enfin, on a maintenant, grâce à ce premier écosystème opérationnel, une grosse communication autour du projet en Suisse. Et tous nos partenaires utilisent ce succès dans la presse, à la télé, à la télévision et dans différents médias pour montrer leurs efforts dans la décarbonation de la chaîne logistique. Et il y a beaucoup de forums qui en parlent, donc c'est un gros succès dans le pays. Et pour finir, le dernier slide. Donc pour aller plus loin, vous pourrez le trouver dans la présentation, un lien vers différents films qui ont été réalisés sur l'écosystème suisse, où vous pouvez voir des renseignements sur les camions eux-mêmes, les différents partenaires et les perspectives pour les années à venir. Donc voilà pour conclure sur l'écosystème suisse. Donc c'est 45 camions aujourd'hui, 300 tonnes d'hydrogène par année, un écosystème qui devrait grandir d'ici 2025 pour passer à 1500-1600 camions. Un succès opérationnel avec vraiment un bon retour des différents opérateurs. Aussi un gros intérêt dans différents pays, puisqu'on a beaucoup de visites, aussi bien d'acteurs français, allemands ou même plus loin, on a eu des acteurs polonais et de pays nordiques qui viennent voir l'écosystème pour pouvoir s'en inspirer et voir ce qui est bon à prendre pour leur pays. Et un dernier point, le système suisse est aussi particulier parce qu'on a des grosses taxes sur les camions diesel aujourd'hui, que les camions à hydrogène ne payent pas, qui fait qu'en termes de TCO, on en parlait d'une présentation précédente, on est à peu près à l'équilibre. Et donc aujourd'hui, pour un opérateur,
il y a très peu de surcoût à passer à l'hydrogène, ce qui en fait le succès qu'on peut voir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Ralph, pour cet exemple pionnier, voilà, qui montre voilà, que c'est possible hein, de développer cette filière. Vous avez commencé de manière pionnière en Suisse, bravo. Je vois Bertrand Picard, je savais qu'il avait l'autorisation de conduire les avions solaires. Je ne sais pas s'il il a passé le permis poids lourd, mais en tout cas, c'est juste pour la photo, mais je vois qu'il promeut aussi cette mobilité lourde d'hydrogène. Très bien. Il y a une question dans le chat sur le transport routier, donc 500 kg d'hydrogène à 500 bars autorisé en Suisse, point d'interrogation. Est-ce que tu as des compléments à donner sur les aspects réglementaires? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'il a fallu, j'imagine, initier un peu dans les règlements des cantons suisses pour permettre ce type de transport? Alors effectivement, c'est une très bonne question. L'hydrogène, même si finalement c'est quelque chose d'assez courant dans la chimie ou dans les raffineries, quand on veut le transporter, c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de monde, donc pour toutes les autorités qui délivrent les certifications. Donc il a fallu aussi les convaincre, fallu faire tester les équipements pour pouvoir avoir les autorisations nécessaires. Mais aujourd'hui, voilà, on les a, on peut transporter l'hydrogène. On travaille maintenant à pouvoir transporter l'hydrogène avec un camion à hydrogène, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On le fait avec des camions diesel. Et la combinaison conteneur hydrogène, camion hydrogène n'est pas encore certifiée aujourd'hui, mais on compte bien pouvoir le faire également, vraiment pour avoir une chaîne d'approvisionnement totalement propre. Mais donc, sur la question précise, 500 kilos, 500 bars, c'est possible en Suisse à cette heure? Aujourd'hui, c'est possible, oui. Ok, très bien. Et puis, il y a une autre question sur la distance moyenne entre l'électrolyseur et les 8 stations de distribution. Donc, ça, c'est le lien entre la production et puis la distribution. Oui. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Alors, effectivement, c'est une très bonne question et c'est un des grands challenges que l'on a aujourd'hui. Donc, on a un seul site de production, 8 stations de distribution. Donc, on est obligé pour certaines stations de faire à peu près 150 km avec les conteneurs. Ce qui coûte cher et pas très rationnel. C'est pour ça qu'on veut vraiment développer d'autres types de production mieux répartis dans le pays pour pouvoir limiter le transport à 30 à 50 km. Ce qui permet d'avoir un coût raisonnable, de ne pas avoir un surcoût trop important par rapport au prix en sortie d'électrolyseur. Donc, je dirais aujourd'hui, on va jusqu'à 150 km. L'objectif à terme, c'est de ne pas dépasser les 30 à 50 km. Et du coup, quel est l'impact en termes de prix? C'est la question suivante qui est attendue, le fait de réduire donc cette distance par rapport au prix complet de l'hydrogène livré. Alors, on a regardé ces coûts en Suisse et dans d'autres pays. Transporter sur 100 à 150 km, ça pourrait ajouter 2 à 3 euros par kilogramme. Aujourd'hui, avec la structure de coûts qu'on a, les infrastructures de transport qu'on a en Suisse, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à optimiser, pouvoir transporter notamment à des pressions plus élevées, peut-être aussi demain avoir les autorisations pour transporter des conteneurs plus gros et donc réduire ses coûts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des points bloquants qui nous limite en fait à pouvoir transporter de l'hydrogène trop loin. Sinon là, vraiment, on aurait des surcoûts trop élevés. Donc on peut obtenir ces chiffres jusqu'à 3 euros par kilogramme de surcoût dans le système suisse. Très bien, donc ce qui est effectivement très significatif. Très bien, merci beaucoup Ralph. C'est très intéressant d'avoir cet éclairage voilà, de ce système qui s'est déjà déployé en Suisse. Je vous propose qu'on passe à la question. Sylvain, est-ce que je peux intervenir, s'il te plaît? Bonjour, c'est Pierre Massioli. Vas-y. Oui, Sylvain, oui, j'avais posé une question, mais je suis pas sûr d'avoir entendu la réponse. C'était savoir si les transports supérieurs à 500 bars et à 500 kilos étaient vraiment autorisés en Suisse, ou est-ce qu'il y a une dérogation, ou comment ça se passe, quoi? Parce qu'en France, c'est interdit, ça. Alors, la réglementation suisse peut différer par rapport à la française. Hein. Aujourd'hui, on est à 450 kilos par conteneur. Donc, on n'est pas au-dessus des 500. Donc, on passe potentiellement en dessous de certains niveaux et on pourrait passer en dessous de certains niveaux en France avec ce type de conteneur 20 pieds.
Mais en Suisse, la législation peut être passablement différente. Elle peut aussi varier d'un canton à l'autre. Ok, et les conteneurs sont à quelle pression? À 350 bars. Ah, ok. Oui, mais du coup, alors vous ne remplissez pas à 350 bars. Vous remplissez à 200 bars. On remplit à 350 bars aujourd'hui. Attends, là, je comprends plus. Là. Si vous avez des conteneurs à 350 bars, vous pouvez pas remplir à 350 bars. Pardon? Si vous avez des conteneurs à 350 bars sur les stations de distribution. 500 bars. Alors, nous, on les met à 350 bars aujourd'hui, hein, avec notre compresseur. Donc, c'est aussi notre compresseur qui nous permet de faire ces opérations. Ah, vous mentionnez spécifiquement 500 bars. Alors, effectivement, on peut aussi en discuter en bilatéral. C'est parce que j'avais compris que les conteneurs, quand vous les distribuez sur les 8 stations, ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres compresseurs sur le site. C'est ça? Alors, ils sont autonomes, oui. Mais du coup, vous êtes obligé d'être beaucoup plus élevé en pression pour pouvoir remplir à 350 bars. C'est ça que... Alors, nous, on a des conteneurs à 350 bars. Après, sur le site, il y a aussi une station de distribution classique comme celles qui sont développées en France, qui aura son propre compresseur avec ses propres buffers. D'accord. J'avais pas compris ça. Okay, oui. C'est un compresseur sur la station de distribution. Oui, tout à fait. On compresse à 350 bars pour pouvoir le transporter. Ensuite, les stations, c'est des stations classiques comme vous avez sur certains sites en France, les premiers développements d'écosystèmes, qui ont leur propre compresseur ensuite et leur propre stockage buffer. D'accord. J'avais cru qu'il n'y avait pas de compresseur sur les stations. Non. C'est beaucoup plus clair. Merci. Non, c'est des stations tout à fait classiques. Ok, merci beaucoup Ralph, merci Pierre. On va passer à la séquence suivante. Voilà, donc on a vu qu'il y avait des démonstrateurs donc sur les camions de transport de marchandises donc en région. On a pris l'exemple suisse. Maintenant, on va élargir un peu le panorama sur les autres types de solutions là qui sont disponibles ou très proches d'être disponibles pour la logistique. Et donc, je vais passer la parole à Olivier Cramat. Et je crois qu'il y a une dernière version de ces planches. Donc, je vais aussi lui passer la main pour partager avec vous et avec nous sa présentation. Alors. Voilà, donc Olivier, tu as les droits normalement pour partager ton écran et ta présentation. Voilà. Je pense que mon écran tu peux mettre juste en plein écran. Super. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc merci de nous accueillir donc à l'occasion de ce webinaire. Donc en effet, moi je vais compléter un petit peu les échanges qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc rapidement, je vais vous présenter la société Gossin. Donc société Gossin, donc c'est une société historique française qui existe depuis les années 1880, est spécialisée dans la construction de solutions de manutention lourdes et industrielles, et qui a recentré ses activités depuis quelques années sur une partie plus engineering, c'est-à-dire pour apporter des solutions plus à la pointe de la technologie, que ce soit dans des véhicules électriques, des véhicules autonomes ou tout type de mobilité. Donc aujourd'hui, rapidement en un coup d'œil, donc on a trois unités d'assemblage en Europe. On a aussi des facilités donc au Moyen-Orient, sur l'Asie. On est capable aujourd'hui de produire à peu près 1500 véhicules par an. Enfin, je ne vais pas vous réciter toute la leçon, hein, mais clairement, aujourd'hui, on a quand même investi 140 millions d'euros d'investissement en R&D pour arriver aujourd'hui avec des solutions dites propres de transport, qui sont dans les business units que nous couvrons, à savoir le portuaire, l'aéroportuaire, les centres logistiques au sens large, les smart cities, le souterrain et puis dernièrement le transport routier. Donc pour ceci, donc on a pas mal de références aujourd'hui à travers le monde dans différents secteurs d'activité. Et clairement aujourd'hui, donc notre métier, c'est d'apporter alors excusez-moi, j'ai un tout petit problème d'affichage de mon côté.
Voilà. Donc aujourd'hui, donc notre métier, c'est d'amener donc des points par rapport à la zéro émission, c'est d'amener de la génération de puissance, que ce soit électrique ou hydrogène sur nos véhicules, bien entendu, de savoir gérer le stockage de cette énergie, d'apporter les chargeurs ou les distributeurs dont nous avons besoin, tout ça vers des véhicules qui peuvent être opérés avec chauffeur ou de manière totalement autonome. Donc pour ce faire, on a plusieurs briques technologiques, hein, et notamment des systèmes de navigation, des systèmes de fleet management. On opère aussi des salles de contrôle pour prendre la main sur des flottes de véhicules, et puis une activité maintenance et formation pour nos clients. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, donc nos véhicules, on le voit ici, la base de construction de nos véhicules, c'est un skateboard. Clairement, c'est une plateforme que l'on va équiper soit d'une solution électrique, soit d'une solution pile à combustible. Et après, dessus, on peut ajouter différents éléments, par exemple la robotique pour amener un petit peu des fonctionnalités un peu plus nobles sur le véhicule. On a également des brevets sur ces véhicules qui nous permettent, par exemple, de faire de la permutation de batterie pour donner des autonomies de l'ordre de 24 heures à nos véhicules, ce qui n'est un peu moins le cas du coup quand on a de l'hydrogène parce que c'est plus difficile de swapper des caisses, des piles à combustible. Mais nos véhicules sont complètement agnostiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de recevoir différents types de chimie de batterie et également donc différentes puissances de piles à combustible, en sachant que tous nos véhicules donc sont autonomous ready pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à passer à l'autonomisation, c'est-à-dire que tout le contrôle commande s'effectue de manière électrique. On a la commande électrique aussi bien sur la direction, les chaînes de traction que sur toute la chaîne de sécurité de nos véhicules. Donc aujourd'hui, on couvre une gamme très large pour les différents secteurs d'activité que l'on peut revoir ici. Donc notre présence historique, elle est très forte dans l'activité portuaire. Donc on le voit sur la ligne supérieure de la présentation, où là on a une gamme de produits qui viennent s'intégrer dans les métiers existants de nos clients. Et on a dérivé un petit peu notre savoir-faire du portuaire pour amener ces compétences dans la logistique avec des solutions de mobilité électrique. Il faut savoir, c'est qu'on est quand même concepteur de véhicules électriques depuis le milieu des années 1980. Donc, on a un grand feedback dessus, une très grande expérience, et ça nous permet d'apporter ce savoir-faire à la logistique 4.0, enfin d'ailleurs la logistique moderne au sens large. Après, donc bien entendu, ça nous a permis aussi de dériver ces activités sur l'aéroportuaire et également aujourd'hui une activité sur les smart cities avec la mobilité des personnes avec un bus électrique autonome. Aujourd'hui, si on refait un petit peu l'expérience, aujourd'hui notre expérience sur l'électrique, je vais faire le focus sur notre savoir-faire dans la logistique, où là on a développé une flotte, enfin un système de tracteur électrique, c'est un tracteur 100% électrique. Donc on est parti d'une feuille blanche, on a créé un tracteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas électrifié un existant, on est vraiment parti de notre propre produit pour déployer aujourd'hui une flotte de véhicules qui sont très présents, comme on peut le voir ici, sur des plateformes logistiques à travers la France. Et on voit bien que le retour d'expérience que l'on a aujourd'hui, donc c'est plus de 600 000 km parcourus. Mais ce qui est important surtout, c'est une réduction de près de 2000 tonnes des émissions de CO2 et surtout un gain direct sur la facture de carburant de plus d'1 million, enfin 1 300 000 euros sur ces quelques années, avec finalement une flotte de véhicules qui reste assez modeste, mais avec de belles perspectives. Ce que l'on peut voir sur la carte partie basse de la présentation, c'est qu'on s'est inséré dans un couloir logistique qui va du nord de la France jusqu'au bassin méditerranéen. Et pour la petite histoire, le véhicule qui est présenté ici est né dans le bassin méditerranéen avec un partenaire de l'époque qui nous a aidé à co-développer ce véhicule, qui n'est autre que le groupe Carrefour, donc qui a déjà participé à cette présentation. Et du coup, aujourd'hui, on a un très grand retour d'expérience dessus, avec l'idée de passer à l'hydrogène cette flotte de véhicules. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui identifié les besoins et les attentes de nos différents clients avec des solutions hydrogène, et on a fait le choix donc de concentrer cette énergie donc sur nos tracteurs de parc logistique forcément, sur le tracteur portuaire et sur le tracteur aéroportuaire. Et bien entendu, avec l'idée de dériver ces solutions sur nos véhicules autonomes. Pour compléter ceci, on a également lancé depuis le mois d'avril une solution de plateforme routière. Alors, on ne se revendique pas fabricant de camions. Aujourd'hui, on veut arriver, donc là je vous montre typiquement le véhicule avec chauffeur et sans chauffeur,
mais on veut arriver avec un véhicule qu'on appelle nous le skateboard. Donc l'idée, c'est d'amener notre savoir-faire dans la mobilité électrique et hydrogène avec une plateforme marque blanche, c'est-à-dire qu'on va adresser ici tous les carrossiers, les nouveaux entrants, qui ont besoin aujourd'hui d'avoir des grands acteurs derrière eux pour leur produire des camions ou des porteurs, des tracteurs. Eh bien nous allons leur apporter une marque blanche électrifiée et ou hydrogène, et à charge à eux d'apposer dessus leur métier, hein, c'est-à-dire la benne ou autre, et leur cabine pour en faire un véhicule dédié. Donc ici, on illustre un petit peu la cible de nos clients. Donc on voit bien, c'est aussi bien les gens du TP, les gens des collectivités, par exemple pour de la benne à ordures ménagères, mais également aussi tous les transporteurs, les porteurs, que ce soit de la caisse frigo, de la caisse mobile ou autre, hein, ça peut être tout type de matériel. Donc pour illustrer ici plus concrètement, voilà un petit peu la cible que l'on amène, et à travers ça, ben, finalement, ce que l'on souhaite aussi apporter aux clients, c'est une solution hub à hub, c'est-à-dire on connaît la logistique, on connaît le portuaire, et entre les deux, ben, il y a une route à passer. Et bien, on va amener une solution hydrogène, enfin mobilité hydrogène, pour faire le lien entre ces deux métiers finalement, dans des bassins bien identifiés, et toujours avec l'idée de pouvoir s'inscrire dans l'écosystème local de l'hydrogène. C'est-à-dire que vous l'avez vu, on n'arrive pas avec nos réserves, enfin notre production d'hydrogène, notre pile à combustible. On arrive avec notre savoir-faire dans l'électrification et de l'intégration de ces technologies dans nos véhicules. Et l'idée, bien entendu, au travers le TaaS, donc ce qu'on appelle le TaaS chez nous, le transport as a service, eh bien c'est aussi ce qu'on a entendu auparavant dans les précédentes présentations, de pouvoir amener aux clients une solution de coût des opérations uniquement au déplacement du véhicule. C'est-à-dire coût déplacement de véhicule plus énergie apportée chez le client. Une autre voie qui s'ouvre à nous, c'est la partie génération de puissance, parce qu'on veut avant tout être spécialisé dans le lourd, parce que c'est notre métier historique, hein, on a fait des porteurs jusqu'à 500 tonnes. Donc on veut pouvoir amener cette solution jusqu'à ces gros porteurs, et forcément ça nous amène avec l'idée de développer des générateurs de puissance. On a tous vécu la panne électrique dans notre petit village, dans nos petits villages, où on a droit au gros groupe électrogène mis en place par Enedis qui tourne H24 et qui lui tourne encore au diesel. Donc on veut aussi amener ces solutions-là et venir un petit peu, bouleverser un peu ce métier. Donc pour bien s'inscrire dans ce système, dans cet écosystème hydrogène que l'on voit ici, et je vais pas vous apprendre comment ça fonctionne, mais on veut être un des acteurs plutôt sur la partie droite de la présentation, avec nos véhicules qui intégreront donc les réservoirs et la pile à combustible pour être les consommateurs de l'hydrogène qui sera mis à disposition de nos clients communs, hein, que ce soit les producteurs d'hydrogène ou les stockeurs d'hydrogène. On veut venir s'inscrire ensemble en partenariat dans cet écosystème. Et puis la clé de tout ça, c'est de prouver ce que l'on veut faire avec du très lourd. C'est-à-dire qu'on va engager un premier camion à hydrogène sur la prochaine course du Dakar dès le mois de janvier prochain en Arabie Saoudite, avec tout ce qu'il faut en hydrogène embarqué pour pouvoir être autonome sur une étape et trouver les partenaires qui vont nous aider à faire le refueling nocturne avant de repartir sur de nouvelles aventures. Donc voilà, rapidement, j'en ai fini avec ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions. Très bien, merci. Merci beaucoup Olivier. Donc on voit que le panorama des offres hydrogène s'élargit. On voit qu'il y a plusieurs solutions en camion qu'on voit poindre, et puis toutes les solutions pour les centres logistiques, aussi pour les domaines portuaires et aéroportuaires. On va prendre peut-être une question pour pas trop dériver dans le temps. Il y a une question sur le niveau de maturité de ce que tu as présenté, skateboard hydrogène. Est-ce que tu peux nous en dire plus, éventuellement avec des éléments de calendrier, s'il te plaît? Oui, donc aujourd'hui, le prototype, enfin on va dire le premier véhicule tourne chez nous dans nos ateliers. Il est en phase de mise en route. L'objectif, c'est d'arriver avec une solution clé en main pour nos clients en mars 2022. Donc le calendrier est assez précis. Très bien.
je vois pas d'autres questions dans le chat. Du coup, on va passer donc à la deuxième présentation de cette séquence, donc solutions disponibles. Voilà, donc Pierre, pour rapidement nous donner quelques éléments. Donc, on a eu une présentation d'une station de distribution prototype, mais haute pression, rechargement rapide. Voilà, là, mais bon, ça dépend des besoins. Il y a aussi toute une gamme de stations et notamment certaines que propose Proviridis. Pierre, je te laisse nous exposer cela rapidement, s'il te plaît. Ok, je vais être très rapide. Tu fais circuler, Sylvain, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Juste pour rappeler ce que fait Proviridis, donc présent sur distributeur d'énergie renouvelable, d'énergie verte. Donc GNV sous ses deux formes liquides et comprimées, hydrogène et électricité. Donc sur les stations multi-énergie que propose Proviridis, donc installées sur le territoire national métropolitain, donc sur les trois énergies sont présentes, enfin les quatre même si on considère GNL et GNC avec BioGNC. Voilà, tu peux passer. Donc ça c'est juste pour montrer la progression. Donc on est présent sur les trois énergies pour les distributions d'énergie alternatives et carburants alternatifs, avec une solidité financière puisque donc la Caisse des dépôts des consignations est dans notre capital à hauteur de 34% et le fonds de modernisation de l'énergie écologique des transports à hauteur de 14%, pardon, et le reste étant détenu par les fondateurs et les salariés, et avec une forte progression sur les 4 dernières années. Voilà. L'offre globale de service, donc on a le réseau Vegas qui déploie les stations multi-énergie et le réseau Zen qui prévoit donc zéro émission network qui propose donc des stations de recharge électrique en dehors du réseau des stations multi-énergie de Proviridis. Continue. Voilà, je vais aller si vite. Voilà, juste pour signaler le positionnement géographique qui est assez semblable finalement à celui de Gossin, c'est-à-dire sur l'axe nord-sud essentiellement sur les zones logistiques classiques, donc en partant de la Provence puisque Proviridis est basé à Aix-en-Provence, à Rousset, et donc avec une propension sur l'axe rhodanien, la Saône et vers la Manche, et avec un petit cluster sur les Pays de Loire et une propension à se développer sur l'Occitanie dans les prochains mois. Continue. Donc notre réseau de stations, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, donc basé d'abord sur l'économie qui fonctionne aujourd'hui en économie circulaire du gaz naturel du véhicule, du GNV, avec sa composante GNL, gaz naturel liquide, qui fonctionne extrêmement bien. Et pour les camions donc à longue autonomie, à grande autonomie, et le GNC, donc soit sous forme de GNC réseau, donc connecté au réseau GRDF pour le bio-GNC, soit sous forme de gaz naturel comprimé issu donc du ciel de gaz du GNL, et positionnement sur ces stations d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques à haute puissance, supérieure à 150 kW, et aussi donc des stations hydrogène sous forme de starter kit dans un premier temps, c'est-à-dire starter kit, c'est-à-dire des petites stations qui permettent l'initiation de la mobilité hydrogène ou son soutien si donc elle doit se développer. Sur nos fonciers, donc tu peux continuer, voilà, sur nos fonciers typiquement, voilà, donc une implantation typique d'une de nos stations avec donc la partie technique GNV, GNL, enfin GNL, GNC, pardon, que vous voyez au centre de l'image. Sur la droite, donc la partie IRVE, infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, y compris pour les véhicules lourds. Et sur la gauche, donc la partie hydrogène, sur laquelle donc on peut accueillir aussi des poids lourds, mais donc dans un premier temps, aujourd'hui, la flotte de véhicules étant scalée, en particulier en Provence pour l'instant, donc assez faible, donc on prévoit cette zone-là et on ne l'équipe que quand les véhicules effectivement arrivent. Sinon, dans un premier temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, on met un starter kit de quelques kilos d'hydrogène par jour, capable d'alimenter quelques véhicules utilitaires légers. Dans tous les cas, si des flottes de poids lourds ou de véhicules heavy duty arrivent un petit peu plus tard, dans ce cas, donc soit nous serons amenés nous-mêmes à investir, soit on peut se positionner avec des partenaires qui seraient prêts à investir et prendre le risque avec nous d'investir dans une station chère pour peu de véhicules. Continue.
Donc voilà, les multi-énergies, donc c'est quelques photos. Donc celle que vous voyez en haut, c'est celle de Cavaillon Plan d'Orgon, hein, qui est typiquement une station qui fonctionne depuis le mois d'octobre dernier et qui délivre à la fois du GNL, du GNC et de l'ELEC. Et toute la partie au fond à droite, en fait, est disponible pour faire une grosse station hydrogène. Pour l'instant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas de véhicule sur Cavaillon Plan d'Orgon, pour l'instant, on attend un petit peu de l'opportunité de faire une station sur cette zone, mais elle est capable donc d'une petite station ou plus tard donc d'une station beaucoup plus importante puisqu'on a du foncier disponible. Continue. Voilà, ça ce sont nos stations qui sont déjà opérationnelles. Donc celles qui sont en photo le sont effectivement. Je suis désolé, il y a un peu de bruit parce que je suis à l'extérieur. Donc celle de Cavaillon Plan d'Orgon en haut à gauche, celle de Dourges qui a été inaugurée donc au printemps dernier dans le nord sur la plateforme logistique Delta 3, qui est exactement sur le même modèle que celle de Cavaillon Plan d'Orgon et que celle de Châlons que l'on va ouvrir cet été. Hein, donc avec à la fois le GNL, le GNC, l'IRVE et l'hydrogène. Dans un premier temps, petite station, dans un deuxième temps, plus grosse station si le système le permet. Et en bas à droite, vous avez celle que nous allons démarrer ce mois-ci, en fait, à Narbonne, qui sera un peu sur le même modèle et qui sera aussi une station qui devrait être en principe dans le cadre du corridor H2 de la région Occitanie. Continue. Donc notre offre hydrogène aujourd'hui, pour l'instant, nous n'exploitons que deux stations, on va dire opérationnellement, celles qui sont aujourd'hui dans la région nantaise, autour d'un bateau qui s'appelle le Navibus H2, qui fonctionne. Quand le bateau fonctionne, du moins, la station fonctionne très bien. Le bateau, il a quelques soucis actuellement. Il est en train d'être requalifié pour être remis en service à l'automne. Mais donc cette station fonctionne très bien. La partie par ton central que vous voyez, c'est une station qui s'appelle Multi, qui est une station qui avait été financée par un programme européen et qui devait effectivement fonctionner sur plusieurs véhicules hydrogène dans la région nantaise. Donc nous sommes l'exploitant de cette station, mais malheureusement pour l'instant elle n'est pas tellement opérationnelle. Donc elle a démarré, elle a fonctionné, mais les véhicules ne sont pas là. Et donc voilà, on attend un petit peu les véhicules. Mais voilà, bon, on espère bien que ces véhicules vont arriver. Et la petite vignette que vous voyez donc au centre aussi de l'image, c'est typiquement le genre de starter kit que l'on propose pour démarrer sur nos stations multi-énergie. C'est-à-dire c'est un petit starter kit de 10 kg. C'est un système de compression, stockage, distribution, hein, donc à 350 bars, non refroidi, et qui permet de démarrer assez économiquement parlant, donc de façon on va dire correcte, le démarrage d'une mobilité hydrogène. Continue. Voilà, donc c'est typiquement les phases que l'on propose sur nos stations, c'est qu'on démarre par ce starter kit de quelques kilos d'hydrogène par jour à 350 bars, et on pourra ensuite installer un petit électrolyseur si nécessaire, donc sur place, pour avoir la source d'hydrogène in situ. Sinon, donc on approvisionne de l'hydrogène vert donc à un producteur qui serait dans la région, dans un rayon effectivement de l'ordre de 100 km maximum, pour approvisionner, qui aurait donc investi dans un gros électrolyseur pour produire de l'hydrogène vert et qui nous fournirait effectivement des conteneurs, un peu sur le modèle que Alpiq a développé tout à l'heure, des conteneurs qui nous permettent de distribuer ensuite de l'hydrogène vert sur la station. Actuellement, ce fonctionnement n'est pas opérationnel, ça n'existe pas aujourd'hui, mais on a plusieurs projets donc dans la région sud notamment et aussi en région Occitanie qui sont en cours de montage, on va dire, pour avoir ce genre de modèle opérationnel en 2022. Continue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai essayé de faire vite parce que je sais qu'on était un peu pressé par le temps. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Désolé de t'avoir pressé. Non, mais c'est très intéressant de voir voilà, qu'il y a des solutions pour le ravitaillement qui se préparent, qui sont prêtes même à accueillir les véhicules hydrogène, et y compris en progressivité, et aussi des stations multi-énergie, donc voilà, qui permettent de basculer
doucement d'une source à une autre, voilà, en utilisant le cas échéant, si utile, la même station. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, je n'en vois pas en tout cas. Voilà, donc je vous propose qu'on passe à la dernière séquence donc du webinaire d'aujourd'hui. Juste, Sylvain, je vois que Ralph, excuse-moi Sylvain, je vois que Ralph d'Assonville a posé une question. Mais il a posé en privé. Parce que moi, il a posé en privé. Mais bon, je vais quand même répondre pour tous. Très bien. Donc, Ralph d'Assonville me demande comment est-ce qu'on réalise le transport d'hydrogène s'il n'est pas produit sur site. Donc, je vais répondre parce qu'effectivement, c'est intéressant et c'est un peu le même modèle que celui qu'il utilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, la question se pose, c'est que malheureusement, pour être opérationnel à court terme, on est avec des camions diesel avec de l'hydrogène gris. Faut dire les choses comme elles sont. Par contre, effectivement, l'objectif à court terme, court terme, c'est-à-dire, on va dire, dès début 2022, est d'avoir à la fois des sources d'hydrogène vert, donc avec des fournisseurs qui produisent de l'hydrogène donc par ENR avec des électrolyseurs, et d'autre part, une livraison par camion qui soit déjà fonctionnel à hydrogène, à énergie verte, c'est-à-dire que bon, en ce qui nous concerne, c'est assez plus facile parce qu'on a effectivement déjà des camions qui fonctionnent au GNV et on pourrait avoir donc des fournisseurs qui nous proposent une logistique avec des camions GNV, ce qui est assez déjà vertueux. Et dans un futur proche, dès que les camions hydrogène seront aussi qualifiés et présents donc par rapport à l'ADR, EDR, je sais pas ce que tout le monde connaît, mais enfin bon, c'est l'autorisation en fait de transporter des matières dangereuses avec un camion. Et donc quand des camions hydrogène seront autorisés à transporter des conteneurs hydrogène, eh bien effectivement on utilisera cette solution qui est en cours et donc en principe sur les stations qui sont prévues que je vous ai donné tout à l'heure, style Narbonne par exemple, elles seront approvisionnées avec des camions hydrogène qui amèneront de l'hydrogène vert. Voilà. Très bien. Merci de la précision. On voit que tout l'écosystème se met en place, voilà, y compris sur la fourniture, le lien dans la production, le transport, la logistique, y compris de l'hydrogène. Merci Pierre. Voilà, je propose qu'on passe pour finir à la question des opportunités de financement pour les projets hydrogène. Donc, on l'a évoqué à quelques reprises. Hein, pour le moment, on l'a évoqué quand on a parlé du TCO des camions. Là, Patrick disait que il y avait une différence hein, par rapport au diesel. Je crois Ralph nous disait qu'en Suisse, ben, finalement, non, cet écart, si j'ai bien compris, était presque déjà comblé, mais c'est parce qu'il y a un prix du carbone voilà, qui est plus haut. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là que l'histoire, a priori, va nous mener. Mais en France, il y a besoin de mécanismes d'amorçage, hein, d'aide. Voilà, donc c'est Stéphanie Lemaître pour l'ADEME qui va nous faire un rapide panorama des dispositifs accessibles à ce jour. Stéphanie, merci. je te passe la main. Bonjour à toutes et tous. Donc du coup, pour comprendre, Sylvain, tu peux passer la diapo, Sylvain, s'il te plaît. Donc pour comprendre la philosophie des appels à projets de l'ADEME, c'est important de revenir 2 secondes sur la stratégie nationale hydrogène, puisque c'est elle qui est à la source, à l'origine de nos appels à projets, puisque cette stratégie a fixé 3 objectifs qui sont produire 6,5 gigawatts d'électrolyse pour décarboner l'économie, éviter 6 millions de tonnes de CO2 grâce au développement de la mobilité lourde et créer 50 000 à 150 000 emplois directs et indirects. Et pour atteindre ces 3 objectifs, 3 priorités. La première étant la décarbonation de l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse. La deuxième étant donc le développement d'une mobilité lourde à hydrogène décarboné. Et la troisième priorité, c'est le soutien à la recherche, à l'innovation et au développement des compétences humaines. Sur la slide d'après, vous pourrez retrouver donc un graphique qui présente les différents soutiens et dispositifs mis en place pour atteindre ces 3 objectifs. Et donc, on peut constater qu'il y a des dispositifs pour soutenir les 2 volets de la filière, à savoir le volet offre, innovation, et le volet demande, donc déploiement. Donc, dans le volet offre, on retrouve tout ce qui est programmation pluriannuelle de recherche, l'appel à projet briques technologiques de l'ADEME, les fonds propres du PIA ou encore l'appel à projet européen IPCEI. Et en parallèle, on retrouve des dispositifs tels que
l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène de l'ADEME, le guichet creux ZNI, ou encore tout le travail en cours sur l'exemption de taxes ou sur des mécanismes de soutien à l'hydrogène décarboné qui visent à soutenir tout ce qui est déploiement et demande. Voilà, donc ça c'est le contexte. Donc rapidement, le premier appel à projet, c'est l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène qui est porté dans le cadre du PIA, Programme d'investissement d'avenir. Donc comme son nom l'indique, l'objectif c'est bien d'accompagner l'innovation, tant au niveau des composants, systèmes de production, distribution et usage, que pour soutenir des projets pilotes, des projets démonstrateurs ou de premières commerciales, permettant ainsi de soutenir de nouvelles solutions et vraiment aider à la structuration de la filière. Cet appel à projet, il est scindé en 4 axes pour permettre aux divers projets de se positionner. On retrouve en axe 1 les composants et systèmes, en axe 2 les pilotes innovants, qu'ils soient industriels ou réseau. En axe 3, c'est la conception et la démonstration de nouveaux véhicules. Et enfin, l'axe 4, il est pour les grands démonstrateurs d'électrolyse supérieurs à 20 MW. Donc, les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier vraiment au fil de l'eau. Il n'y a pas de vague de clôture. Le coût du projet doit être au minimum de 2 millions d'euros pour les axes 1, 2 et 3 et de 5 millions d'euros pour l'axe grand démonstrateur d'électrolyse. L'aide prend la forme d'un mix entre subventions et avances remboursables et donc les taux varient selon la nature du bénéficiaire et les dépenses. Donc, les dossiers sont à déposer sur notre plateforme agirpourlatransition.adem.fr, mais clairement, il faut prendre contact en amont avec nos collègues des investissements d'avenir parce qu'ils vont vous aider à déposer au mieux et à mettre toutes les chances de votre côté pour être sélectionné en fait dans le cadre de cet appel à projet. Le deuxième appel à projet, c'est l'appel à projet écosystème territoriaux à hydrogène. Celui-là, il a un triple objectif, on va dire. Donc, le premier objectif, comme son nom l'indique, c'est de déployer des écosystèmes structurants. Et quand on dit écosystème structurant, en fait, on parle d'associer production, distribution et usage correspondant. On veut vraiment avoir les 3 volets. Le deuxième objectif, c'est de toucher les industries dans le but de décarboner leurs process, d'améliorer la qualité de l'air et de valoriser les énergies renouvelables. Et le troisième objectif est lié aux 2 premiers, puisqu'en fait, il s'agit de mutualiser les usages, industrie, mobilité, stationnaire, pour améliorer la rentabilité des projets, tout simplement. Ainsi, en soutenant la demande, en fait, on espère accélérer le changement d'échelle, permettre l'industrialisation, consolider la filière française de l'électrolyse et accompagner l'évolution de l'offre d'équipement sur certains marchés et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la mobilité professionnelle et lourde. Donc, quels sont les projets éligibles? Eh bien, donc, on retrouve les projets d'investissement en vue d'une exploitation commerciale, puisqu'en vue du déploiement rapide. Donc, des projets qui proposent un écosystème associant les 3 volets, production, distribution et usage. Des projets à usage industriel qui visent à substituer de l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert pour leurs usages. Et des projets à usage en mobilité dès lors que le recours à l'hydrogène se justifie. Et ça, c'est un critère très important. Il faut vraiment justifier l'usage de l'hydrogène. Et au niveau de l'usage stationnaire, en fait, il s'agit de groupes électrogènes à piles pour alimenter, par exemple, les bateaux à quai, pour des événements ou pour des chantiers du BTP. On a plusieurs critères de sélection que nous regardons et il faut vraiment cocher tous ces critères-là pour être sélectionné et retenu. Donc, on regarde l'impact environnemental du projet, la description des besoins et la justification du recours à l'hydrogène, la qualité du partenariat et l'implication de la collectivité dans le projet, le contenu local des fournisseurs et le prix de l'hydrogène distribué et l'intensité de l'aide ADEME en euros par kilo d'hydrogène distribué. L'aide ADEME apportée, en fait, prend la forme d'une subvention et en fait, sur la base du surcoût d'investissement par rapport à une solution de référence. Ça, c'est vraiment, c'est une logique très habituelle à l'ADEME. Et le taux d'aide varie selon la taille des structures. Et la nouveauté, c'est que des forfaits d'aide maintenant sont appliqués pour certains types de véhicules. Donc, on a déjà eu 2 dates de clôture, en décembre et en mars.
La prochaine aura lieu en septembre. Donc là, c'est pareil, les projets sont à déposer sur la plateforme. Vous pouvez venir me voir et également poser toutes vos questions à l'adresse générique qui a été créée pour cet appel à projet-là. Je voulais vous faire un petit retour voilà, du coup, de ce qui s'est passé lors des 2 premières vagues de clôture. Donc, à la première clôture de décembre, 7 projets lauréats ont été présélectionnés. Donc, en PACA, on a retenu le projet de Cannes-les-Reims Hydrogène. Une demande totale d'aide nationale de 45 millions d'euros. Et actuellement, les projets sont en cours d'instruction en vue d'une contractualisation cette année. La clôture de mars, clairement, elle a confirmé la dynamique très forte sur le sujet, puisqu'on a eu 32 projets candidats. Et sur ces 32 projets, on en a retenu 14 finalement. Et pour cette deuxième clôture-là, les régions ont été associées vraiment pour favoriser les cofinancements des projets. Bon, c'est vrai qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région, on travaillait déjà en partenariat, mais du coup, ce partenariat est vraiment officialisé. Et donc, si on fait un petit retour depuis les premiers appels à projets de l'ADEME sur la mobilité qui ont été lancés en 2018, au final, ce sont 19 écosystèmes qui ont été soutenus pour un montant de subvention de 98 millions d'euros. Et ça représente déjà 57 stations-service pour une production totale d'hydrogène de 21,6 MW, soit 3100 tonnes d'hydrogène par an. On a recensé 2300 véhicules utilitaires légers et 160 véhicules lourds avec, bien sûr, une utilisation quasi exclusive de l'électricité renouvelable. Donc, j'imagine que la question, c'est donc, et la suite? Pour cet appel à projet-là, il y aura une communication officielle faite par le ministère en septembre pour annoncer très certainement, alors je parle au conditionnel parce que tant que c'est pas fait, je ne vais pas dire que c'est sûr à 100%, mais c'est quasiment sûr. Donc la réouverture de cet appel à projet pour l'année prochaine. Très vraisemblablement qu'il y aura 2 vagues de clôture, une au printemps et une à l'automne. Et actuellement, il y a des réflexions et des discussions en cours au niveau national pour travailler à la marge. Le cahier des charges, en gros, ne va pas changer, mais il y aura peut-être le périmètre de certains équipements qui va un peu évoluer ou certains plafonds d'aide qui vont aussi un peu évoluer. Et tout ça, c'est en cours de réflexion, donc je ne vais pas pouvoir vous faire d'annonce aujourd'hui parce que ce n'est pas encore décidé. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. Voilà, on arrive à la dernière séquence d'échange. Il y en a une pour toi Stéphanie sur les aides possibles pour les chariots de manutention. Alors voilà, ça fait partie des équipements un peu off-road, comme on dit, et c'est typiquement le genre d'engins sur lesquels les discussions sont en cours en ce moment, à savoir est-ce qu'ils vont pouvoir être rendus éligibles ou pas dans le futur cahier des charges. Donc, je ne pourrais pas apporter de réponse aujourd'hui. D'accord, donc ça pourrait être possible. En tout cas, c'est en cours de réflexion. Ouais. D'accord. Et puis, alors, si on revient aux problématiques un peu générales, plus techniques sur le transport d'hydrogène, il y avait une question, mais je vais lui laisser dire peut-être, puisque voilà, on arrive en fin de séquence, peut-être Clément Bablon, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. C'était concernant donc les risques et les autorisations administratives, savoir si en France, quel était le planning concernant le transport de l'hydrogène, plutôt qu'un usage local, production et consommation locale. Donc, je ne sais pas qui peut, si Pierre ou Patrick peuvent répondre. Ou... Non, je peux pas répondre directement à cette question. C'est quand même ce sont des questions qui sont en discussion avec les GPR, notamment. Je préfère les sur la logique. Patrick ou Marc seront plus compétents que moi pour. D'accord. Patrick. Oui, tu m'entends, Sylvain? Oui, on t'entend. Ok. Aujourd'hui, la logistique classique, c'est une logistique 200 bars. Il y a une logistique 300 bars qui est également existante en France et donc autorisée. Après, des logistiques avec des pressions supérieures, aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Je peux compléter en disant que
Il y a une logistique hydrogène liquide aussi qui existe très bien et qui est très opérationnelle dans des pays comme les États-Unis. Et tout ça fait l'objet de réflexions en cours avec France Hydrogène, notamment dans le groupe de travail réglementation. Et je vous invite à suivre les travaux de ce groupe de travail. Eh bien, merci du complément, Marc. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions globalement avant que je redonne la parole à Hélène Barraud pour la conclusion? Et juste pour vous dire le temps qu'éventuellement vous posiez d'autres questions ou vous fassiez des remarques. Voilà, et dans la suite de la présentation de Stéphanie, vous dire que à la fois la métropole et Cap Énergie ou Cap Énergie de la métropole, peu importe. Donc on est à votre écoute pour accompagner. Hein, on l'a fait pour un certain nombre d'entre vous, mais c'est vrai que c'est surtout le secteur de l'énergie, en tout cas pour ce qui est de Cap Énergie, avec lequel on est en lien plus facilement. C'est notre écosystème un peu naturel. Mais on voit qu'il y a des enjeux importants pour le domaine de la logistique. Hein, c'est ce qui a motivé le montage de ces 2 webinaires. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous, à venir vers la métropole. On a déjà accompagné quelques acteurs hein, de la logistique. Mais voilà, n'hésitez pas à entraîner vos collègues pour, s'ils ont besoin d'avoir des repères, pour ce passage à l'utilisation de l'hydrogène. Quand c'est pertinent, hein, on a essayé de vous donner des éléments d'appréciation dans des cas de figure dans lesquels c'était pertinent, de vous donner quelques éléments sur les offres. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup qui sont en gestation. Il y en a un certain nombre d'existantes. Hein. On a vu l'exemple suisse notamment. Mais en France aussi, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il y a des offres existantes. Et dans beaucoup de domaines, des offres qui sont programmées pour fin de l'année prochaine. Voilà. Donc c'est un secteur dans lequel il y a un développement assez dynamique de la filière. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers Cap Énergie pour les aspects accompagnement vers les financements, labellisation de projets et autres. Et puis pour la métropole, vers la métropole pour tous les aspects d'accompagnement territorial aussi, bien sûr. Et je vais te laisser, Hélène, conclure ce second webinaire, si tu veux bien. Merci Sylvain. Bon, je vais faire bref puisqu'on a largement dépassé le temps imparti pour cette session, mais c'est toujours pareil, on avait beaucoup d'intervenants pertinents et on trouvait pertinent d'associer ces différentes interventions les unes après les autres pour faire un tour d'horizon au travers de ces 2 webinaires sur cette thématique. Juste pour vous dire que ça a été enregistré, les 2 sessions, et donc on enverra le replay à l'ensemble des participants inscrits, bien sûr, mais même au-delà de notre écosystème, puisque vu la qualité des interventions, on sait que c'est sur le long cours pour essayer d'aller faire sortir des usages sur le territoire. Et voilà, donc comme l'a dit très bien Sylvain, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur des aspects coordination, mise en relation, ou plus liés à nos compétences d'aménagement ou urbanistique, ou voilà, vis-à-vis du niveau communal où les maires doivent donner leur autorisation pour l'implantation des projets. Donc voilà, merci de votre participation. Vous retrouverez nos coordonnées dans l'invitation ou par l'intermédiaire de Sylvain ou de Lucie. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Et un grand merci aux présentateurs pour la préparation et pour la qualité de la présentation, bien sûr.